Bienvenue à la saison 3 de Back to Doc, qui promet d'être encore plus palpitante avec la communauté au centre des discussions. Cette saison, nous avons des témoignages, un invité spécial, notre expert notoire et notre hôte iconique de saison 1, Philo. Aujourd'hui, nous parlons d'épidémie et de pandémie, des termes qui suscitent la peur chez tout le monde, des témoignages de douleurs de survivants, témoins de ravages de la rougeole et de la méningite. Pourtant, au milieu de cette obscurité, des lueurs d'espoir apparaissent. Des histoires de résilience et de solidarité qui transcendent la souffrance et ouvrent le chemin vers un avenir plus sûr. Aujourd'hui, nous faisons un tour d'abord à Ouagadougou, où la rougeole et la méningite ont marqué les esprits avant de rejoindre notre plateau. Yula Zongo Asma. Mambe Tunbe Samani. Sector Tsenki. Mambiga Tarayuma Tam. Ya bi bara talamen biga ya biwa to bonti rougeola ntara. La vaccin ni de yini. Ti ne bara kena mani. La mamda kan kapa mbangai. Mambiga bara singra. Singa ni zabra bala. Donc ara kan be yenga ndini awan tan chon ni sara kan to lo winga ni. Timamba yoko paracetamol mengon kwa. La ne nanta bekambura ni to lo winga shama. Mam talla mahan chon lo to yiri. Am talla chon lo to yiri lo to mati gisami nyaka zima. Man pelu etese. Abelem ti pelu ni dele. Donc timam ko pelu tito la gulu titata ba timam de wabu. Mam wa manawa. Raga on songorami. Le ni wingra tanka mani. Donc bekambura masa ni yibura anyenga daga singa fukuru toni ni wa butora model toni tenina fa sing mori tenina minga ida yito pudu kosar mina ti mina donc yiwo toni mbala tamam le logotere yirma ha to wa yeti biwa ntara donc tonin chang logotere yira belamti ya biwa ntara to umani minga la serum dara menga ngulu tito mama kwen la biga me araka sakarin diti riba men araka lere goma men araka libaka tone yilinti biga min yikin yala hingire men daga ya goma donc mani sidangi baga to lo nam se biga shama oto na masa inchin lo to yire men ligida titara ba men to men da tita men ligida men ya yi wuso donc biga me ahande ta yunga me katin gandi ya nyabari ko ma me katin tumi tababa mi me katin chengra donc yela me na taba mam han vurugo biga tinira to han vurugo biga tinira to me han vurugo biga ba kana pa me ko be mam samba san ka vurugo tinira to ka vurugo rinna ba han yok man biga ananti lunga nira to biga ntaranta ron na libra wako da jille to wala katan ne tan pa mi chini biga pimpina tan pa ma tito donc tan biga min togo yikani ye hini ha kare ba men ya banwe ya wannan song ton le tan biga pas ha kare tan men na kama ti biwa nyokoba la ka posi donc la ka ma min biwa ba mi songora ton atan mi songir men ati wona Je me nomme Naïmatou Guissé. J'ai 26 ans. J'habite au secteur 12 à Dapoya. Il y a très longtemps de cela, j'ai été gravement malade. On m'a conduit à l'hôpital, mais c'était trop tard. Je n'entendais plus rien. Je suis devenue sourde depuis l'âge de 8 ans. Je ne suis pas née dans un centre de santé. Est-ce la cause de ma surdité? Je ne sais pas. Ni mes parents, ni moi ne savons réellement la cause de ma maladie. On a su que c'était la méningite, mais c'était un peu tard. C'est très triste quand je vois les autres communiquer oralement, tandis que moi, je ne le peux pas. Il arrive même qu'on ne se comprenne pas. Je suis sourde, mais j'ai compris les raisons, et quand j'ai accouché ma fille, j'ai respecté les vaccins comme il se doit. Aujourd'hui, Dieu merci, elle va bien. Je vais travailler pour fonder librement mon foyer, avoir des enfants.
Mon souhait est que mes enfants puissent entendre. Comme conseil, j'invite tous les parents à faire vacciner leurs petits-enfants comme il le faut. C'est bien. Allons maintenant rejoindre notre plateau avec Philo et ses invités pour parler de ces témoignages assez troublants. Philo, à toi. Merci beaucoup Léa. Il faut dire que je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec Dr Abdallah. Bonjour docteur. Bonjour Philomène, ça va bien? Ça va et toi? Ça va bien. Je suis aussi avec Ebenezer, étudiant, c'est ça non? Oui, étudiant, élève ingénieur statisticien économiste. Ça va? Oui, ça va. On porte super bien. Et toi? J'espère que ce n'est pas les éléments là qui t'ont mis dans cet état-là. Non. Parce qu'on vient de suivre les 2 éléments sur la rougeole, la méningite. Vous avez suivi avec moi ces 2 éléments très émouvants. Hein. Moi-même, mon cœur a fait. J'ai dit, je suis assise et puis je serre mon cœur comme ça. J'ai failli pleurer. J'ai dit, c'est tout seul qui parlait avec les signes de. Oh, putain, j'ai dit, aïe. Ça choque. C'est pas facile, cette histoire d'épidémie là. Ouais. On parle de méningite, on parle de rougeole. Docteur, Yes. quelque chose? Bon, disons qu'ils sont des témoignages, comme vous l'avez dit, qui sont un peu, je dirais, un témoignage qui révèle de l'espoir et un témoignage qui est un peu triste. Là où la maman parle de rougeole, on voit que l'enfant est bien vivant, l'enfant a pu guérir et la maman même fait un témoignage et fait un appel surtout aux autres mamans d'aller à la vaccination pour protéger leurs enfants. Donc, on peut dire que pour elle, c'est une situation difficile de laquelle elle s'en est sortie, puisque l'enfant est là. Et cette situation l'amène à donner des conseils et tout. Et pour le deuxième cas, malheureusement, elle a eu des complications de la méningite qui font qu'aujourd'hui, elle doit s'exprimer en langue de signes, alors qu'elle aurait pu s'exprimer librement comme tout le monde. Pitié, oui. Mais dû à cet état de fait de méningite, voilà qu'aujourd'hui, elle a un handicap qu'elle a. Mais elle aussi, à la fin, quand même, elle dit, si on a bien écouté, qu'elle elle a sa fille, elle va tout faire pour qu'elle puisse avoir la vaccination, pour ne pas avoir le même sort qu'elle. Donc, des 2 situations, il y a des leçons qui sont Elle est tirées. très consciente, oui. Voilà, des leçons qui sont tirées et c'est ça qui est le plus important. Voilà. Ebenezer? Oui. Moi, je vois d'abord le côté enfant. Je me prends comme un enfant dans ces situations, surtout les enfants de bas âge. Ouais. Bon, ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Moi, par exemple, à cet âge, j'ai étudié, je sais que bon, tel signe, ça peut être ça. Mais elle, petite enfant, bon, elle dit, bon, peut-être c'est le palu, ainsi de suite. Mais bien, heureusement que très vite, Oui. ils ont su que c'était la rougeole et soigné. Ouais. Parce que cet enfant, bon, on a l'habitude de dire que les enfants, c'est devenir. Donc, imagine si cet enfant était emporté par la rougeole. C'est pas facile. C'est pas facile, hein. Mais docteur, moi j'ai envie de poser une question. Oui. Je dis cette histoire d'épidémie, pardon. Je parle de la rougeole tout à l'heure. La femme parlait de son enfant. Après, ils sont allés à l'hôpital. Il y avait problème d'argent. Son mari aussi qui ne savait pas où mettre de la tête. Est-ce que quand il y a une épidémie comme ça, dans un premier temps, puisqu'on dit aux gens, vaccinez vos enfants, faites vacciner les enfants. Maintenant, si tu n'as pas pu faire vacciner ton enfant et que l'épidémie est là et que l'enfant a déjà la maladie, est-ce qu'il y a une prise en charge? Parce que je sais que les vaccins sont gratuits. Prise en charge, je pense qu'en cas d'épidémie... Pour un enfant qui fait déjà la maladie. Oui, la plupart du temps, quand il y a une épidémie, il y a une prise en charge gratuite qui est faite pour les différents cas. Et lorsque l'épidémie passe, il y a souvent ce qu'on appelle les campagnes de rattrapage. Même pas lorsque l'épidémie passe, même en temps de l'épidémie. Je me rappelle bien que pour l'épidémie de la rougeole qu'il y a eu en 2024, il y a eu ce qu'on appelle une campagne de vaccination réactive en réaction à l'épidémie qui s'est passée. Parce que si on a eu des cas d'épidémie, ça veut dire qu'il y a des enfants aussi qui n'étaient pas protégés, qu'il fallait protéger rapidement pour que ces derniers aussi non, mais là, ne puissent pas avoir de la maladie. Ça veut dire que l'enfant a déjà la rougeole et que l'enfant fait déjà... Ça veut dire que l'enfant n'a pas été vacciné. Oui. Mais l'enfant fait la maladie. Oui. Corps chaud, tout ce qui va avec. Est-ce qu'il y a une prise en charge à l'hôpital? Normalement, je pense savoir que l'enfant a 3 ans. Quand j'ai écouté le témoignage de la maman, et normalement, la prise en charge est gratuite pour les enfants de moins de 5 ans. Maintenant, ça, c'est bien sûr en fonction de ce qui est disponible. Ça veut dire qu'il y a des moments, des médicaments complexes qui ne sont pas disponibles. Il faut forcément que les parents sortent des centres de santé pour payer les médicaments. Et forcément, ça va engendrer des frais supplémentaires. Moi, j'ai une question qui me brûle un peu.
Je dirais, est-ce qu'il y a un âge spécialement pour avoir ce genre de maladie où tout le monde doit se Pour la rougeole, vacciner? Oui, la rougeole, la méningite. Si vous vous souvenez un peu, vous savez, l'épidémie qui s'est passée récemment Oui. a touché des enfants de plus de 5 ans. Mhm. Mais la vaccination concerne les enfants jusqu'à 5 ans. C'est pour dire, en fonction du nombre de vaccins disponibles, il y a l'âge, il y a des enfants qu'on doit protéger. Mais ils sont les plus vulnérables, sont les plus faibles. Sinon, on fait la rougeole à 7 ans, à 8 ans, à 10 ans. Plus que ça, on peut faire la rougeole. moi, je pense que, bon, il y a des familles souvent qui n'arrivent pas à aller faire vacciner les enfants quand il s'agit de rougeole. Parce que quand nous, on était petit, je me souviens que ma maman disait que quand on a la rougeole, c'est pas une maladie en tant que telle. Ouais. Que non, que quand il y a une famille où il y a les enfants qui ont la rougeole, il suffit de prendre ton enfant, aller mettre dans cette famille-là pour que ton enfant aussi ait la maladie. Comme ça, bon, l'enfant a déjà la maladie et puis c'est fini. Sinon, si tu restes seul et que tout le monde, tous les enfants ont la maladie et puis ça reste toi seul là, après ça va être compliqué. Donc, elle nous soulevait comme ça, quand on dit il y a une famille, tous les enfants ont la rougeole, elles vont nous déposer là-bas. Et puis, 2-3 jours après, nous tous, on commence à avoir bouton, on dit voilà, tu as fait pour toi, c'est fini. Parce que tu ne dois pas avoir la maladie 2 fois. La maladie, là, c'est une fois la rougeole. C'est une fois, on l'attrape quand on est enfant. Et puis après, tu l'as plus pour la vie, en fait. Donc, c'est comme si tu partais te faire Immuniser. Français, là-bas, me blesser. On dit quoi? Immuniser. Immuniser. Voilà. De la En réalité, maladie. on va dire ça, c'est une maladie qui est immunisante. Lorsqu'on on la contracte, le corps développe des anticorps pour lutter contre un prochain épisode. Mais c'est la même chose que de faire le vaccin. Le vaccin aussi est immunisant, avec l'avantage qu'il ne fait pas la maladie. Mais le problème, c'est qu'en faisant cette méthode que les parents faisaient, c'est vrai, ils arrivaient à immuniser les enfants, mais c'est si l'enfant reste vivant. Ah. Puisque la maladie elle-même peut entraîner des complications qui vont emporter l'enfant au final. Donc, entre faire la maladie pour se faire immuniser et courir le risque d'avoir des complications et faire le vaccin pour le même résultat, se faire immuniser sans risque, le choix est vite Est-ce fait. que le vaccin. Est-ce que c'est pas cette façon de faire là qui fait qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants pour se faire vacciner? Est-ce que c'est pas, je sais pas, c'est genre de vision, de pensée que il faut que l'enfant attrape la maladie pour ne plus l'avoir après? C'est comme une façon de se vacciner, un truc comme ça. C'est de la même manière que si vous voyez ces mêmes parents qui ont fait ça, ils vont peut-être vous faire des témoignages d'enfants à qui ils ont exposé cette maladie et qui malheureusement sont décédés. C'est vrai. Voilà, donc pour vous dire que le vaccin immunise, la maladie immunise. Mais la maladie immunise en donnant des complications et en donnant la possibilité que l'enfant décède. Alors que le vaccin immunise et en donnant la possibilité à l'enfant de ne pas avoir de complications particulières. Donc le choix est vite fait en fait. Dans ce sens, Ouais, je pense qu'on nous interpelle là. Oui, Léa? Oui, Philo, merci pour cette conversation qui a très bien démarré. Oui. J'aimerais juste mettre dans votre discussion aussi que nous avons certes des épidémies de méningite et des épidémies de rougeole, mais aussi au Burkina, nous avons également des épidémies de fièvre jaune, de dengue, de choléra, des épidémies saisonnières comme celle du palu. Donc j'aimerais un peu entendre Dr Abdallah sur quelles sont ces épidémies les plus récurrentes, quelles sont celles auxquelles on peut faire attention et celles où il y a des vaccins, et aussi entendre votre expérience à tous les deux sur ces différentes maladies auxquelles nous faisons face actuellement au Burkina Faso. d'accord. Disons qu'au Burkina Faso, on a eu des cas d'épidémie de méningite dans le passé, des cas d'épidémie de fièvre jaune, des cas d'épidémie de rougeole et autres. Actuellement, si on prend l'année 2023, ce qui est contemporain, c'est l'épidémie de dengue qui a vraiment fatigué beaucoup de gens et beaucoup de cas, qui a fait beaucoup de ravages. Je sais qu'autour du mois de novembre, on était à environ 500 décès dus à la dengue. Malheureusement, qui est une maladie pour laquelle, du moins, il n'y a pas de vaccin. Oh. Et aussi, il y a le palu qui est saisonnier. À partir du mois d'août, septembre, octobre, même juin, juillet souvent, il y a des flambées de palu. Mais le palu sévit toute l'année. Mais à cette période-là, il y a beaucoup de flambées. Maintenant, quand on parle d'épidémie, c'est quand il y a ce qu'on appelle le seuil épidémique. Il y a des valeurs, il y a des niveaux où la maladie atteint, on parle d'épidémie. Donc pour le moment, le palu, on s'attend à avoir le palu. On s'attend à ce que le nombre augmente en partie de la saison pluvieuse. Mais lorsque la flambée est plus que ce qu'on attendait, on va dire qu'on est en épidémie on est dans une phase d'épidémie. Il y a beaucoup de maladies. Mais je pense qu'il y a la méningite aussi, non? Oui, il y a la méningite. L'élément qu'on vient de suivre, on a vu cette jeune dame. Ouais. Oui, qui est quand même assez âgée, mais qui parle de la méningite qu'elle a contractée en son enfance. Ouais, quand elle avait 8 ans. Voilà, ça veut dire qu'il y a eu des épisodes passés. Mais est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on a toujours la méningite? Il n'y a pas d'épidémie de méningite déclarée actuellement.
Ah bon? Oui, mais il y a eu des épidémies dans le passé. Et où il y a eu des vaccins qui ont quand même permis d'endiguer cela, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de cas d'épidémie de méningite. Mais Bon. docteur, oui, vas-y. J'entends un peu partout que lorsque si tu manges une mangue qui n'est pas mûre, tu peux attraper la méningite. Il n'y a aucun lien entre Mangue non mangue mûre. non mûre et puis méningite. La méningite, non, il y a C'est quoi nous on a entendu? aucun lien. Il faut mettre sel pour manger, sinon Non, méningite va t'attraper. il n'y a aucun lien. Et l'avantage, pour un peu rebondir à ce que Léa disait, Oui. c'est que la méningite a un vaccin. Ok. Il y a des maladies qui ont des vaccins, comme la méningite, comme la rougeole. Donc aujourd'hui, quand on la contracte, c'est un peu triste quand même de Bon. contracter une maladie qui a un vaccin. Bon, on est d'accord que la méningite aussi, c'est en période de chaleur et que les gens disent que si tu quittes pas sur le soleil, méningite Non, va il n'y t'attraper. a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Mais pourquoi c'est en période de chaleur, on a la méningite? C'est peut-être parce qu'à cette période, il y a ce qu'on appelle des facteurs favorisants. Ça veut dire, par exemple, lorsqu'on a une période où il y a beaucoup de poussière, Oui. et la poussière contient des germes, Ok. et quand les germes se déplacent, tout ça, Moi, j'ai toujours cru que c'est voilà, la chaleur. voilà. là, Donc hein. ça fait que quand il y a des facteurs favorisants, c'est comme par exemple le palu. Pourquoi il n'y a pas autant de palu en janvier? C'est vrai. Et il y a beaucoup de palu en Oui. faisant pluvieuse, parce qu'il y a des facteurs favorisants, qui est la pluviométrie, Le sol. l'hivernage, qui permet aux moustiques de pouvoir éclore. Donc quand il y a beaucoup d'éclosions de moustiques, forcément, est-ce qu'on va dire que la pluie entraîne le palu? C'est comme on dit que quand tu manges La des pluie n'entraîne arachides. pas le palu, mais la pluie favorise l'éclosion des moustiques. Non, la pluie entraîne le palu parce que j'ai déjà entendu aussi dire que. Bon, on Non. entend très des choses. hein. Oui, mais On non, entend, non. j'ai dit. La pluie n'entraîne pas le palu. Après, je vais dire donc. Vas-y. On dit donc quand la pluie te bat, forcé, tu vas Tu avoir vas pas lu. C'est ce Ça, que j'ai entendu. Moi qui fait que. Je recommence en vous disant- Pluie, là. La saison hivernale est une saison qui favorise l'éclosion des moustiques. C'est pourquoi quand la pluie te bat, tu gagnes palu. On n'a pas dit que quand la pluie se bat, tu ne gagnes pas lu. À la saison hivernale, il y a Donc, il faut bien l'éclosion. parler. Oui, je suis en train de bien parler. À la saison hivernale, il y a beaucoup de facteurs qui favorisent l'éclosion des moustiques. Et ces moustiques-là, maintenant, vont transmettre le palu. Donc, c'est évident que lorsque, à cette période, les moustiques t'ont piqué et que la pluie t'a battu, on n'a pas vu les moustiques te piquer comme ça clairement, mais on a vu la pluie te battre. Donc, les gens peuvent ramener ça au fait que la pluie t'a battu. Sinon, Donc, tout ça là, c'est sinon, il y a beaucoup, combien de patients sont dans les hôpitaux dont la pluie n'a pas battu et qui font le palu Mais dans la ceux qui période. bossent beaucoup, c'est la pluie. hein. Non. Oui. La Bon, pluie n'a rien, oui. je vous rassure aujourd'hui, que ça n'a rien à voir. C'est rassurant, D'accord. c'est Voilà. rassurant de l'entendre dire par Voilà. un docteur Un docteur. que c'est pas la pluie. C'est pas Bon. la Parce que moi, j'ai toujours Oui. cru que c'est la pluie. Non, c'est pas la pluie. Et c'est le froid aussi. Non? Et les D'accord. pays, il y a des pays où il n'y a pas de palu, où il pleut. Ah bon? Pourquoi ces personnes n'ont pas le palu? Quel pays? Il y a des pays. Quel pays? Il y a des pays où il n'y a pas de palu, par exemple. On vous dirait pas que dans tous les, par exemple, si on prend les pays européens, par exemple, il pleut là-bas. Ouais. Mais il y a des pays européens où il n'y a pas de palu. Maintenant, quelle est la raison qui font qu'ils ont la Eux pluie, aussi, ils ont mais n'ont pas le maladie qui palu? n'est pas palu. Bien Donc, sûr. faut dire Bon, ça. par exemple, le choléra. Choléra, c'est une maladie. Bon, je n'entends plus trop parler de ça, ou c'est parce que je ne regarde pas trop les journaux et autres. Donc, bon, comment éviter le choléra, ou c'est déjà, comment on appelle ça? Comment on appelle une maladie qu'on a déjà vaincue ou C'est Maladie éradiquée? éradiquée? Oui. En réalité, il faut dire que le choléra, c'est beaucoup plus la campagne de sensibilisation par rapport à l'hygiène des mains, par rapport on appelle ça, au fait d'utiliser les toilettes, qui ont fait quand même que aujourd'hui, ce sont des choses qui ont reculé. Vous savez, avant, les gens se lavaient les mains, ce n'était pas un réflexe. Voilà, faire les selles dans les toilettes, ce n'était pas un réflexe. Mais avec la campagne de sensibilisation, avec la communication qu'on fait tous les jours, les gens ont compris. Et il y a des gens même qui ont eu à faire des maladies qui aujourd'hui font des témoignages qui font que les gens sont beaucoup plus prudents, qui ont permis quand même à ces maladies-là de pouvoir ne plus être d'actualité. D'actualité. Mais ça ne veut pas dire forcément que les souches n'existent pas. Si jamais on relâche encore et qu'on se met encore dans des mauvais Ouais, comportements. Docteur, pardon, peut venir. revenons à la méningite. Tout à l'heure, tu disais que non, que il n'y a plus de cas de méningite au Burkina. Est-ce que Il n'est pas dit qu'il n'y a pas il n'y a pas d'épidémie. Vous savez pourquoi on dit qu'il y a une épidémie? Il faut une augmentation d'un nombre de cas inattendus dans une zone bien donnée. Vous voyez? Maintenant, quelqu'un qui fait une méningite de manière sporadique, un cas, deux cas, un cas ici, c'est ça, pas on en épidémie. trouve forcément, il y en a. Mais il n'y a pas d'épidémie. Ça veut dire un nombre Donc, ça veut très... dire qu'on a pu éradiquer ça. Pas qu'on a éradiqué, ça existe toujours. Mais s'il n'y a plus d'épidémie, c'est que ça va. S'il n'y a plus d'épidémie, ça veut dire que la chaîne de transmission est un peu maîtrisée. Et les malades sont vus en consultation. Il y a des vaccins à titre préventif, non? Bien sûr. Donc, ça veut Et, dire que- et ceux qui sont malades sont vus
en conception un peu plus tôt, qui permet de rompre la chaîne de transmission. Sinon, les choses existent toujours. Ah, ok. Voilà pourquoi il y a tous des vaccins. D'accord. Oui, Léa? Oui, j'aimerais demander encore à Dr Abdallah. Parfois, on entend des cas qui paraissent isolés de choléra. Mais malgré ça, on peut dire que c'est source d'inquiétude. 1, 2 cas ou... Quel est le seuil d'épidémie du choléra, par exemple? Lorsqu'on a un seul cas de choléra dans une zone, on peut dire qu'on a une épidémie. Oui, parce Oui. que là, c'est Parce que violent. la maladie est tellement violente, la transmission est tellement rapide, que lorsqu'on a un seul cas, on suppose qu'il y a beaucoup d'autres cas qui sont déjà contaminés. Donc, dès qu'on a un seul cas, il faut déjà enclencher la procédure pour traiter comme une épidémie. Voilà. Ouais. Donc, un seul cas de choléra, c'est dans une zone, c'est très grave. Ça va très vite. Ça va très vite parce que lorsqu'on a une personne qui a la maladie, toutes les personnes avec lesquelles la personne a été en contact et tout sont des cas probables ou suspects de maladie. Donc, il faut agir vite. Donc, un seul cas, déjà, c'est un problème de santé publique. D'accord. Ok. Ebenezer, tu as quelque chose à dire Surtout sur les différentes épidémies? épidémie et autres. J'ai une question aussi. Les vaccins qu'on prend à la naissance, est-ce qu'il y a certainement un moment où ça s'explique, comme on a l'habitude de dire, par exemple, la fièvre jaune, la rougeole, le BCG? Il y a des vaccins qui, dès qu'on les prend à la naissance, c'est pour toute la vie. Mais il y a certains vaccins quand même qui nécessitent qu'on fasse des rappels. Parce que, je veux dire quoi, le degré de protection avec le temps diminue. Et pour ramener ce degré de protection à un niveau plus élevé, on conseille de faire des rappels à une certaine période bien définie. La plupart du temps, on parle de 10 ans. Voilà. D'accord. Voilà. Ebenezer, toi qui es étudiant, tu n'as pas d'anecdote comme ça sur, je sais pas, une épidémie quelconque? L'épidémie. Quelqu'un qui a vécu, je sais pas, une maladie qui a fait peut-être la méningite, qui a fait peut-être le choléra. On dit ça, non? Ou bien même leurs croyances. Est-ce que au niveau de votre Religion, monde estudiantin et tout là, quelle est la perception que vous avez des vaccins, des épidémies, des maladies et tout? Est-ce qu'il y a une perception particulière au niveau estudiantin peut-être? D'abord, le choléra, si tu attrapes, on va dire que tu es un enfant sale. Okay. Ça, c'est... Ouais. Donc, tout le monde veut se rendre propre. Oui. Ensuite, les vaccins, par exemple, nous, étudiants, on dit non, c'est le colon. Ils veulent nous envoyer des trucs pour rendre stériles nos femmes. Oui. Par exemple, le vaccin du Covid-19, bon, vous savez, au Burkina, tout le monde dit non. Moi, j'étais radical, je ne prends pas. Tu ne veux pas de vaccin? Je ne prends pas parce que, bon, je dis, bon, pourquoi? C'est pas sûr, c'est pas... Il y a eu trop de spéculation derrière ce... Ils sont en train de mentir, oui. Est-ce que c'est vrai? Ça n'existe pas. Non, mais je pense que toi-même, c'est sûr que tu t'es vacciné quand tu étais petit. Oui. Mais ce qui est un peu bizarre là-bas, il dit que dans leur monde estudiantin, est-ce que c'est pas un peu... Vous avez accès à l'information, vous avez accès aux recherches. Est-ce que c'est pas quand même un peu... je veux dire, bizarre que dans le monde estudiantin, on ait ses pensées, ses réticences par rapport à ça. Tout d'autant plus on a accès à l'information. Ça veut dire une personne qui n'est pas cultivée peut avoir des idées un peu arrêtées, mais une personne qui est cultivée, qui a accès à l'information, peut faire des recherches pour confirmer ou infirmer cela. Oui, le problème c'est que vous savez, en étant étudiant, on a cette pensée que le colon, c'est quelqu'un qui nous a aliénés, quelqu'un qui nous a rendus esclaves. Donc, cette idée derrière que ça vient naître du blanc, à moins que ça soit vraiment oui, ça crée tout de suite une psychose. Vous voyez que les milieux étudiantins, ce sont les milieux où il y a la révolution du non, on veut sortir, on veut. Mais donc, je pense que ceux qui ont compris peuvent essayer de faire comprendre aux autres. Hein, parce que toi, par exemple, si toi tu comprends, toi tu peux expliquer aux autres que non, c'est pas ce que vous croyez, mais en réalité, voilà, ainsi de suite. Ils vont me dire, est-ce que tu as les preuves? Une question, est-ce que vous avez eu des cas de maladie dans votre monde estudiantin, des cas de palu, des cas de dengue, des cas de Covid, ou bien des cas de certaines maladies dans votre monde estudiantin? Bon, palu moi-même, en tout cas, le palu m'a vraiment chicoté. Okay. Ça... C'est vrai, lui, mais il ressemble à une paludée. Lui, on sait qu'il a trop fait palu. Non, le palu, ça va. Donc, quand il s'agit du palu, je prends toutes les précautions.
Tu as tout fait par lui. Ouais, Donc, ça. quand il s'agit de palu, prenez toutes les précautions. Toutes les précautions nécessaires. Maintenant, Là, il si joue pas demain on vous dit, Oui, au lieu de faire le palu chaque année, oui. comme Bon, vous le ok. faites, on vous dit non, il y a un vaccin pour que vous fassiez plus le palu. Je pense qu'on a tout dit, hein, si ce qui vient de se passer par rapport Oui. à la rougeole, à la méningite et quoi encore, le palu. Le On a parlé palu. du palu. Oui. On a parlé de quoi encore? Du choléra. Choléra et tout. De la dengue. beaucoup. De la La dengue. dengue, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un dernier truc? Pourquoi on passe à autre chose tout de suite? Je pense que ça va. Bon, moi, ce que je peux dire seulement, c'est de ne pas être des gens qui vont faire un témoignage demain. Ouais. Comme ces deux-là, prenez vos précautions pour ne pas que demain, ce soit vous qui fassiez des Effectivement. témoignages Ok. des maladies vécues que vous auriez Ouais. pu éviter. C'est ce que je peux dire. Parce que là, c'était très émouvant. Ouais. Ça m'a touché vraiment. Alors, Oui, je disais, le milieu estudiantin, c'est un milieu où on pense toujours à la révolution. Longtemps, on nous a fait croire dans l'histoire, bon, c'est ce qui s'est passé, que le colon nous a assujettis, le colon nous a rendus esclaves, et que le colon passe maintenant par de voies et moyens encore pour venir nous contrôler. Et voici, lorsque vient un nouveau vaccin où on ne connaît pas son origine nette, on fait barrière à ça. On refuse catégoriquement de prendre. la piscose est là. Oui, ça. On a vraiment peur. On veut vivre cette liberté. Uh-huh. Tant on a toujours l'idée que ce sont nos parents, nos ancêtres qui nous ont vendus, quoi. Ils n'ont pas lutté. Mais bref, même si l'histoire nous montre qu'ils ont lutté, mais malgré ça, on est toujours catégorique sur les vaccins. Ouais. Tant que le vaccin n'est pas certifié ou quelqu'un vient dire, bon, tu vois Ebenezer, ce vaccin, c'est sûr, ainsi de suite. C'est dans ce relayement d'informations que on pourrait aller voir, bon, pourquoi pas aller tenter voir. On va essayer. Sinon, On là, n'est pas sûr. on n'est pas tout sûr. Merci beaucoup. Léa, tu es là? Oui, je suis là. Justement, par rapport à ce que Ebenezer dit, il y a énormément d'informations, d'intox qui se distribuent sur les réseaux sociaux et qui essaient d'orienter les gens vers une certaine vision particulière de la vaccination en Afrique. J'aimerais justement vous partager cet élément-là et revenir vers vous pour voir s'il faut en rire ou en pleurer. Alors, sur le plateau, à rire ou en pleurer? Moi, Moi, c'est à pleurer. je suis choquée. Je suis abasourdie, choquée, anéantie. Docteur. Moi, par contre, je suis un peu réconforté. Parce que, c'est vrai que les vaccins sont sûrs et autres. Mais est-ce que je voulais demander, est-ce que ce fait de mettre la pression à l'Occident, est-ce que c'est pas un meilleur moyen de les forcer à nous rassurer que vraiment le vaccin que nous avons est bon? Non, moi, personnellement, ce qui me choque, c'est les chiffres qu'il donne. C'est violent, en fait. Parce qu'il dit que les vaccins, c'est pour tuer, excusez-moi, c'est pour tuer les jeunes filles, c'est pour donner du palu, c'est pour donner la méningite, c'est pour encore donner des maladies. Et il y a pas mal de millions d'enfants à travers l'Afrique qui ont été... Ça veut dire qu'on a testé. Yeah, c'est choquant quand même. Hein. Donc, Bon. tu penses qu'il y a des gens qui peuvent s'asseoir, s'amuser à faire des vaccins, envoyer en Afrique pour commettre des génocides, je sais pas. Bon, moi, je dis en pleurer parce que, vous savez, pour qu'on en soit là et pour qu'on puisse venir à bout de certaines maladies, de certaines épidémies, il a fallu beaucoup d'efforts, aussi bien dans la recherche pour les vaccins que dans la communication pour l'acceptation des vaccins et tout. Donc, voir peut-être cette scène, une conférence organisée, ça veut dire qu'il y a eu de l'organisation derrière et que ce message sera véhiculé sur des réseaux sociaux, c'est ramener beaucoup de gens en arrière alors qu'on a fait beaucoup d'efforts pour avancer. Parce que lorsqu'on fait un constat simple sur la base de l'histoire et même sur la base géographique, sur la base de l'histoire, vous voyez, il y a eu des épidémies. Il y a eu ce qu'on appelle des vaccins, une vaccination réactive qui ont permis de venir à bout de ces épidémies. C'est-à-dire que l'histoire déjà nous enseigne à quel point les vaccins ont permis d'arrêter ces épidémies-là.
Ça veut dire si on a eu à faire la vaccination réactive et que les épidémies s'étaient poursuivies, on aurait pu dire que les vaccins étaient inefficaces. Mais si la vaccination a permis de stopper les épidémies, c'est que déjà l'histoire peut nous donner confiance que ça a marché. Deuxièmement, quand je parle de raisons géographiques, il y a des pays ou bien des zones du continent actuellement qui sont difficilement accessibles pour la vaccination à cause de problèmes de sécurité ou à cause de problèmes, je ne sais pas, géographiques ou bien... Cela fait que dans ces zones inaccessibles par la vaccination, on voit l'émergence de certaines maladies évitables par la vaccination. Donc, ça veut dire que cette géographie nous enseigne aussi pourquoi ces épidémies et les maladies se développent dans ces zones où les vaccins n'arrivent pas. C'est que forcément, le vaccin a un rôle protecteur dans les parties où le vaccin arrive. Donc, voilà pourquoi je dis que ça a pleuré, parce que ça ramène vraiment beaucoup d'efforts qu'on a eu à faire en arrière, en fait. Voilà. C'est tellement violent ce qu'il est en train de dire que c'est vrai, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a pas mal de personnes qui vont croire à ça et qui croient en ça et qui ont ça en tête et qu'on ne peut pas les enlever ça du fait que non, les vaccins, c'est pour, je sais pas, c'est pour rendre les enfants malades, c'est pour nous rendre nous-mêmes les grandes personnes, parce qu'il y a des vaccins pour des grandes personnes aussi, pas seulement les enfants, c'est pour nous rendre malades. Les vaccins, il n'y a rien de vrai et tout. Les gens en parlent et d'autant plus que là, c'est sur les réseaux sociaux, là, ça va passer un peu partout. Les gens vont écouter, réécouter, et il y a pas mal de personnes qui vont prendre pour argent comptant ce qu'il est en train de dire. Et là, c'est comme tu l'as dit, docteur, on repart en arrière après tout le travail que les gens sont en train de faire pour que les enfants se vaccinent, pour que les grandes personnes, pour que nous vaccinons. Hein? C'est justement sortir de tout ça, oui, Léa. J'aimerais juste demander, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, à tous les spectateurs, à tous ceux qui écoutent ce genre de propos, à tous ceux qui regardent ce genre de vidéos, de faire l'effort d'aller googler les personnes qui sont en train de dire ça. Parce que ça en dit long sur la crédibilité des gens qui sont en train de mettre des choses comme ça sur les réseaux sociaux. Et même ce monsieur-là qui est en train de parler, une petite recherche supplémentaire avant de tout croire permettrait de voir si ces propos sont crédibles ou pas et sur quelle base. C'est ça, ouais. Exactement. Oui, je voulais dire, en fait... c'est pour ça qu'on arrive difficilement à éradiquer certaines maladies. Allez voir, on a fait des efforts pour une maladie qu'on croyait avoir éradiquée. Et un jour comme ça, paf, on voit qu'il y a un cas ou deux cas qui apparaissent et qui remettent tous les efforts de 5-10 ans en arrière. C'est justement à cause de ces croyances, de ces comportements, de cette inoculation de l'information, de fausses informations. On a vu cette jeune dame qui a 8 ans déjà, muette à cause de la méningite. Imagine si elle s'était fait vacciner aujourd'hui, elle ne serait pas là. Et elle-même en train de prendre le problème à bras le corps, parce que là, elle dit, je vais vacciner tous mes enfants, je vais tout faire pour protéger mon foyer et tout le monde sera vacciné. Elle est consciente maintenant du fait que le vaccin joue un rôle très, très important dans la vie des enfants, des nouveau-nés, de tout le monde. Là, on a la preuve palpable. Comme on le dit souvent, on doit écouter ces genres de propos-là et puis avoir peur. Parce que moi, tout de suite, je me suis dit, et si c'était vrai? Ouais, mais... Comme pas mal de personnes diraient, et si le gars a dit la vérité? Oui. Tu vois, de l'intox. Oui, ça me fait aussi penser. Mais je me demande, est-ce que ce n'est pas plutôt les nouveaux vaccins qui font peur? Tu as vu? Le paludisme et le Covid. Bon, puisque les anciens vaccins comme la rougeole, la méningite et autres, donc, ça veut vu que ça y a un impact... Donc, si je t'écoute bien, ou du moins si je suis en train de te croire et de t'entendre, ça veut dire que ce que le gars a dit là, quelque part, ça t'a tiqué. Oui, et que ça m'a tiqué. Tu as envie de croire, tu as envie de dire, est-ce que s'il disait la vérité, parce que là, il parle des nouveaux vaccins. Oui. Les vaccins, c'est vaccins, il y a son ancien et puis il y a son nouveau. Non, j'ai dit nouveaux vaccins, par exemple, les vaccins qui datent d'actualité, qui sont d'actualité, tels que le vaccin contre, du paludisme, le vaccin contre la Covid. Alors, le vaccin contre la méningite, ça existe bien longtemps. Oui. Ces vaccins où, bon, je dirais la majorité d'Africains n'est pas aussi sûr vraiment de son efficacité. Est-ce que c'est pas à cause de ça, que les gens sans doute... Forcément, le cas de la COVID-19 a fait reculer, on va dire, la confiance au vaccin à cause de la multitude de vaccins qu'il y a eu et à cause surtout du temps de mise en œuvre. Mais comme on dit, vous savez, quand on parle d'épidémie, c'est localisé dans une zone. Mais quand on parle de pandémie, c'est dans le monde entier, une maladie qui commence dans un pays et qui s'étend à tout le monde entier. C'est une maladie qui risquait même de détruire les socles de l'humanité. Vous voyez un peu, puisque ça a pris tous les pays et même les aéroports étaient fermés, les commerces étaient fermés. Ça veut dire que même l'économie du monde était à genoux. C'est ça qui a amené cette rapidité de mise en œuvre de vaccins de presque tous les pays qui voulaient surtout se protéger.
Oui, un peu. Et cela a fait que beaucoup de gens, forcément, ont eu une confiance amoindrie par rapport au vaccin. Mais n'oublions pas que le palu, par exemple, c'est le palu qui est d'actualité. C'est pas une maladie qui date d'hier, qui date d'il y a 2 ans ou 3 ans. Une vieille maladie contre laquelle il y a eu des développements de médicaments, il y a eu des développements de moyens comme les moustiquaires, et il y a eu des développements de moyens tels que les vaccins qui aujourd'hui sont disponibles. Donc, on ne peut pas mettre le vaccin du paludisme et le vaccin contre la Covid dans le même sac. Parce que la Covid date d'il y a 3-4 ans, c'est récent, mais le palu est une vieille maladie pour laquelle les recherches ont commencé depuis longtemps. Voilà. Donc, en fait, je voulais ajouter quelque chose, docteur, si tu me permets. Parlant de paludisme, quand on avait entendu au Burkina que il y a en fait, les blancs, parce que si on veut dire les colons, quand on dit les blancs, c'est les blancs, nous tous on a dit blancs, que les blancs ont envoyé conteneurs d'avions de moustiques pour venir combattre les moustiques qui nous donnent palu là. Donc, ils ont déversé ça dans tout le Burkina. Donc, ça veut dire que ce sont ces moustiques-là qui ont créé aujourd'hui. C'est-à-dire ils se sont accouplés, moustiques des blancs là. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Moustiques des blancs là, et puis nous, nos moustiques là, ils se sont mis ensemble pour donner moustiques de dingue. Pour donner des métis. Des métis, c'est vrai. Et ce sont ces moustiques métis là qui ont envoyé dingue là. Non, il y a trop de choses. Non, en réalité, il faut savoir que le palu et la dengue sont transmis par des moustiques, c'est vrai, mais des moustiques qui sont différents. Mais est-ce que tu as entendu aussi qu'on dit qu'il y a des moustiques qui sont... il y a beaucoup de rumeurs qu'on entend. Par exemple, ce dont vous parlez, c'est tout ça là qui crée la piscose, je pense, dans la tête des gens. Ce dont vous parlez, en fait, je pense que c'est une stratégie qui a été mise en place pour, je vais dire, rendre stériles les moustiques qui existent déjà dans nos régions. Donc, je pense que déverser les moustiques... Pas déverser, ça veut dire que les moustiques vont s'accoupler avec les moustiques qui sont là. Non, mais je veux dire qu'ils ont libéré les moustiques là, non? Oui, il y a ce qu'on appelle une introduction de moustiques qui sont censés rendre stériles. Parce que le problème, c'est quoi? Par exemple, lorsque vous avez 10 moustiques dans une zone, je prends un exemple très simple, et que ces moustiques se multiplient pour devenir 100. Après, pour devenir 300, forcément, le nombre augmente et la capacité à nuire augmente. Maintenant, si ces moustiques-là, qui sont 10, sont stérilisés et n'arrivent plus à avoir d'autres moustiques, à se multiplier, ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, ces 10-là vont mourir forcément. Ouais. Oui. Et si ces 10-là meurent, ça veut dire qu'il n'y a plus de reproduction lorsqu'ils sont stériles. Donc, l'objectif de cette introduction, c'est de rendre ces moustiques-là stériles pour que leur nombre puisse diminuer. Maintenant, j'arrive. Maintenant, les moustiques de la dengue, on les appelle les Aedes. Et les moustiques de palu sont les anopheles. Donc, c'est différent déjà. Déjà, c'est différent. Et les moustiques de la dengue piquent en journée, les moustiques du palu piquent la nuit. Donc, là aussi, c'est différent aussi. Mais le problème qui est commun aux deux, c'est que tous les deux se développent dans des milieux insalubres, dans des milieux où l'assainissement n'est pas évident. Oui. Tu t'en vas faire des choses. J'ai dit, oui. Moustiques qu'ils ont déversés là, oui. Ces phases tests là, ils sont venus faire chez nous, ils ont versé moustiques là. Oui. C'est ça la population aussi, ça crée une piscose. Oui. Est-ce qu'eux aussi se disent, après il n'y a pas eu de bilan, ils ne sont pas venus dire, il y a combien de moustiques qui sont allés tuer, combien de moustiques, est-ce que la phase test là ça a marché, est-ce que ça a donné quoi, on ne sait pas, on sait seulement qu'il y a moustiques là, les moustiques là sont là. Oui. Mais qu'est-ce qui prouve que ces moustiques là n'ont pas créé autre chose? Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont fait leur travail propre? Il y a tout ça aussi, il y a cette psychose là qui est là, docteur. Non, donc tout le monde a envie de savoir, les gens veulent comprendre. C'est normal qu'il y ait une psychose. Mais dire aujourd'hui que c'est telle ou telle chose qui a provoqué telle ou telle chose, moi je pense que sur la base d'études, puisque ça a été une introduction, il y a probablement ce qu'on appelle une phase de suivi-évaluation. Oui. Et cette phase pourra permettre de savoir si ça a été efficace ou ça n'a pas été efficace, si ça a entraîné des nuisances ou ça n'a pas eu de nuisances. Mais je pense que l'avenir nous dira. Ah, donc jusqu'à présent, on n'a pas encore. Oui, Léa? Oui, j'aimerais juste revenir sur justement cette introduction dont tu as parlé, Philo, en demandant à docteur, c'est qui mène en fait les recherches sur le palu au Burkina? Parce que ce n'est pas, on parle beaucoup de ils ont, mais on a aussi un État souverain qui est en train de faire des choix de recherche pour pouvoir s'assurer d'éradiquer certaines maladies. Docteur? Il faut dire qu'au Burkina Faso, le ministère de la Santé est le ministère qui mène la lutte contre le paludisme à travers des programmes. C'est ce qu'on appelle le programme national de lutte contre le paludisme qui est là. Et donc, les chercheurs burkinabés suivent de très près tout ce qui est mis en œuvre pour le traitement et la prévention, que ce soit les médicaments disponibles pour soigner les cas de paludisme, que ce soit les moustiquaires imprégnés qu'on utilise aussi pour se protéger, que ce soit la communication même qui est mise en place pour sensibiliser la population
assainir son environnement, quel soit aussi le vaccin qui est introduit ici, qu'on utilise contre le paludisme. Tout le ministère suit ça d'un bon œil et il n'y a pas de peur à avoir. Ah, d'accord. D'accord. Mais, docteur, dis-moi, est-ce qu'il y a un vaccin contre le paludisme à titre préventif? Oui, un vaccin, c'est déjà à titre préventif. Quand on dit un vaccin, c'est pour prévenir. Donc, le vaccin qui est introduit, c'est pour prévenir le paludisme. Et quand on dit un traitement curatif, ce sont les médicaments qu'on prend. C'est bizarre, on a Donc- remarqué que la plupart des Oui. gens, c'est quand ils ont le palu déjà qu'ils Du s'en vont papa, se faire vacciner. Non, il n'y a pas de vaccin à Ou bien, titre. injection, Oui. c'est injection. C'est différent. Oh. Il y a le traitement, comme je disais, il y a différentes sortes de palus. Oui, Le traitement en ambulatoire Oui. qu'on avale par voie orale. Il y a le traitement injectable qui se fait le plus souvent lorsqu'on est en cas de paludisme grave. Donc, il ne faut pas confondre vaccin et injection. il y a Voilà. vaccin contre le palu. Oui, il y a un vaccin contre le palu qui est introduit au Burkina actuellement. D'accord. Longtemps? Il y a longtemps? Je pense qu'il y a je pense que c'est l'année passée que le vaccin a été introduit. c'est récent. Ou cette année, c'est très Ah, c'est récent. très récent. Très récent, Voilà. oui. Il y a plein de mal de D'accord. personnes qui ne sont pas encore au Mais en fait, ce n'est pas dans tout le pays. Uh-huh. On a ciblé beaucoup plus les zones où le palu sévit le plus. Il y a certains districts qui sont ciblés, mais dans les C'est un années bon devenir. à venir, maintenant, ça sera généralisé. Ok. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. En tout cas, ça nous rassure, quoi. Parce que nous, les gens, on dirait on va dire qu'on aime le palu, mais On aime le palu. Mais les autres, tu peux aimer une maladie. non, pas aimer. Genre, on dit que, bon, il y a certains où le palu, c'est chaque année. Finalement, Oui, il c'est dit vrai. que chaque année, c'est il y a une toujours des cas répète. de palu, effectivement. La personne même peut être exaspérée, fatiguée. Effectivement. En tout cas, c'est un ouf pour ces gens C'est de tellement personnes. rassurant de savoir qu'il y a déjà un vaccin à titre préventif et que vraiment aujourd'hui ça peut soulager pas mal de Oui. personnes. Si ce vaccin arrive à faire ses preuves un peu partout, on est content. Ouais, très content. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Ebenezer, merci beaucoup. Je Je vous en pense prie. qu'au vu de tout ce qui a été dit, ce que le docteur a dit et tout, moi je pense que les gens ont écouté et beaucoup de personnes vont s'y mettre. Ils vont commencer à ruminer, à se dire, écoute, on avait des préjugés, on se disait telle chose, on pensait que si, on pensait que ça, mais voilà quelqu'un qui est de la santé, quelqu'un même qui a étudié, ça veut dire que lui, il est habilité à nous dire les choses. Et cette personne-là sur ce plateau a tout dit. Tout le monde a écouté. Moi, je pense que tout est dit. Vaccinez-vous, protégez-vous, c'est très important. Léa, Merci beaucoup à tous. merci à toi également. Merci. Je pense qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. C'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. À bientôt. Merci.